Vous êtes comme moi, vous êtes désabusé, décontenancé, vous observez ce spectacle absolument lamentable. Pour les gens de ma génération, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les bancs de l'école républicaine, de l'école primaire et ensuite secondaire, etc., nous avons acquis des enseignements, nous avons intégré des valeurs. Et puis toutes ces valeurs se sont évaporées au fil du temps, au fil des années, au fil des décennies. Pour constater, quelques décennies plus tard, comme je le fais, comme vous le faites, que nous n'avons plus affaire, même pas à une classe politique, ce qui est déjà péjoratif dans ma bouche, mais à une caste politique. C'est le népotisme, c'est la République bananière, c'est-à-dire que un groupe s'est accaparé tous les postes de la haute fonction publique, de la fonction publique, et puis s'en sert comme marchepied pour occuper des fonctions dites électives par le biais du suffrage dit universel. Mais ce suffrage universel, l'élection, le vote, a été vidé de sa substance. Tout simplement parce qu'il y a le parasitisme. C'est quoi le parasitisme? Bien, c'est que lorsque vous vous engagez dans une campagne électorale, vous partez bien naïf, convaincu de ce que vous pouvez apporter, vous êtes dans l'altérité, dans l'altruisme, vous êtes animé par des sentiments généreux, et puis vous vous rendez compte à l'arrivée que vous avez en face de vous un système d'information, de presse, qui est, lui, totalement corrompu par l'argent. Pourquoi corrompu par l'argent? Tout simplement parce que, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la presse a été confrontée à un problème économique. À savoir que, avec l'émergence de la radio dans un premier temps, ensuite de la télévision et puis de l'Internet, la presse, qui était essentiellement une presse écrite, a été dépassée par une autre forme de communication. C'est la communication par voie de radio, de télé, la communication numérique, c'est l'Internet. Et elle y a perdu des plumes. Mais ce constat, on peut le faire aujourd'hui également pour tous les nouveaux médias, ceux qui ont mis à mal la présence de la presse traditionnelle écrite. Eh bien, cette presse également souffre, c'est-à-dire la radio, la télé et la presse que l'on voit sur Internet, qui galère. Alors cette presse, eh bien, elle a été, c'est ce que j'appelle le parasitisme, elle a été phagocytée, récupérée, instrumentalisée, conditionnée par ceux qui détiennent l'argent, c'est-à-dire les grosses entreprises, les multinationales, ce qu'on appelle l'oligarchie financière principalement. Mais à partir du moment où vous avez des patrons qui représentent une caste, qui est la caste financière, de la haute finance, eh bien, si vous voulez garder votre job de journaliste, vous avez intérêt à dire adieu à vos idéaux, à dire adieu à la déontologie, dire adieu à un minimum d'éthique journalistique. Donc c'est cela qui fausse en réalité toutes les élections. Or, on l'a constaté, parce que là c'était caricatural avec Macron. Vous savez, un type comme ça, Macron, il arrive, bon, d'abord il faut comprendre que quand il n'arrive pas comme ça, par hasard, pas du tout. Macron, c'est un type qui a été repéré par la banque Rothschild, qui l'a recruté comme banquier associé Rothschild. Et puis, les Rothschild, eux, ont une mission, qui est une mission planétaire, c'est de dominer le monde financièrement. Les Rothschild veulent que tous les États soient dépendants de leurs moyens financiers, des moyens financiers
octroyés par la banque Rothschild. Donc, ils identifient ce type. Alors, comprenez bien que quand ils identifient Macron, ils identifient bien évidemment le psychopathe, hein, le type qui souffre d'une hypertrophie du moi, d'un ego absolument démesuré. Ils se disent, celui-là, c'est notre homme. Parce que si on lui promet d'atteindre le sommet du pouvoir, il nous sera totalement dévoué, comme un cerf. Et c'est ce qui se passe. Alors donc, par le biais de combines, des gens bien placés qui sont en relation avec ces milieux financiers, je pense à Rebsamen, je pense à Jacques Attali, je pense à Minc, bref, on fait avancer la carrière de Macron. Et un Rebsamen fait entrer Macron à l'Élysée. Il dit à Hollande, bah écoute François, parce que Rebsamen est un proche de François Hollande, Rebsamen qui est l'ancien maire de Dijon. Hollande dit ok, d'accord. Pourquoi? Parce que comme Hollande a tenu des propos un peu durs contre la haute finance, Rebsamen lui dit il faut que tu te réconcilies avec la haute finance. Et il faut absolument que tu fasses un geste dans leur direction. Et le geste, c'est de recruter Macron comme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Ensuite, il devient secrétaire général de l'Élysée. Puis ensuite, il fait plus que poser ses valises à l'Élysée. Ensuite, en 2014, Hollande, et qui est phagocyté par la haute finance, hein, qui a renoncé à se battre pour des idéaux qu'il était supposé défendre, des idéaux humanistes. Bon, écoute, nomme Macron à un poste clé, hein, ministre de l'économie et des finances, et il éjecte en 2014 Arnaud Montebourg. Et Macron, à partir de là, il a pour mission de préparer sa campagne électorale dans la perspective de la présidentielle de 2017. Ce que voyant, Hollande comprend qu'il est ficelé, qu'il n'aura plus aucune marge de manœuvre. Et ce faisant, tous les médias, ce que j'ai baptisé les médias, se mettent en ordre de bataille pour Macron. Ça veut dire que ce type qui était un total inconnu en France bénéficie du jour au lendemain de toutes les unes, de tous les magazines, de toutes les premières pages des JT, de toutes les télés, y compris la télé, la télé nationale française, aux ordres, bien sûr. Et donc, il n'est pas surprenant que, au moment de l'élection, sa notoriété ait atteint un point qui fait que ça met en difficulté tous les autres candidats qui galèrent pour être entendus, identifiés, vus et reconnus. Je pense à Asselineau, qui a été complètement invisibilisé, complètement mis à l'écart, parce que Asselineau, qui défend la sortie de la France de l'Union européenne totalement corrompue, représentait un danger, puisqu'il a une amplitude culturelle et intellectuelle qui n'a rien à voir avec l'indigence intellectuelle et culturelle d'un Macron qui n'a rien d'intelligent. C'est un psychopathe, quoi. Bon. Donc voilà pourquoi il ne faut pas aujourd'hui croire que c'est en allant voter que vous allez changer la donne. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ainsi. De surcroît, on a beaucoup d'éléments de preuves sur le fait que, et en 2017 et en 2022, les résultats de l'élection présidentielle ont été truqués à l'arrivée. Voilà, truqués. Il y a des interventions, des études, des recherches, des enquêtes extrêmement pointues qui conduisent effectivement à penser que le résultat de l'élection a été truqué. Donc, il n'est pas surprenant que aujourd'hui, on se trouve dans cette situation. Pourquoi? Parce que il y a un autre phénomène qui pourrit complètement, qui gangrène complètement la vie publique, la vie politique. Je vais parler de l'École nationale d'administration. À l'origine, c'est Michel Debré, le premier ministre de De Gaulle, qui dit, et c'est une intention louable, qui se dit, il faut que nous ayons des fonctionnaires
qui soient plus affûtés, plus compétents, des fonctionnaires qui nous permettent d'avoir un État efficace dans tous ses services, services économiques, services sociaux, aménagement du territoire, la défense nationale, etc., l'agriculture. Bon. Et donc il met en place l'École nationale d'administration. Et une école nationale d'administration, très bien. Il aurait pu en fait intégrer cette formation dans les universités, il n'en fait rien, mais son intention est louable. Sauf que il néglige un aspect humain, c'est que en France, mais ce n'est pas qu'en France, la nature étant ce qu'elle est, les gens s'accaparent, s'approprient des instruments, comme par exemple l'École nationale d'administration. Et la bourgeoisie, les friqués, se disent, bon, il faut mettre la main sur l'École nationale d'administration. Au bout de 30 ans, on s'aperçoit que accèdent à l'École nationale d'administration que des gens, des petits-fils de friqués, des petits-fils de bourgeois. 50 ans après sa création, partout, on retrouve des petits TDC, des trous du cul, des tourne-cul, hommes ou femmes, hein, qui peuplent les rédactions des médias, qui peuplent toutes les administrations, la haute administration, qui n'ont absolument aucune vision, aucune intuition, aucune imagination, qui sont simplement des gens qui ont eu un peu de mémoire, qui ont été poussés par des parents friqués, et puis qui voient juste le fait que passant par l'École nationale d'administration, ils vont pouvoir briller de mille feux, ils vont pouvoir mépriser la France populaire, la France des gueux, et c'est exactement cela. Quand vous voyez ça aujourd'hui, ben vous voyez un peu la dichotomie, vous voyez la faille abyssale, c'est même pas un petit hiatus, hein, entre la masse de la France, vous voyez, la masse de la France, sans parler, je veux dire, aussi du phénomène métropolisme. Vous savez, vous êtes dans une métropole dont vous vous sentez supérieur. Sans parler du parasitisme, wokisme, bref, de gens ultra minoritaires, des groupuscules qui veulent imposer des comportements qui sont totalement contre nature, y compris à nos enfants. Donc aujourd'hui, on est en face d'une génération qui détient à la fois le pouvoir politique et le pouvoir médiatique, et qui veut absolument imposer des vues qui ne correspondent absolument pas à l'attente des Français, qui n'apportent absolument aucune solution aux difficultés au quotidien des Français qui, eux, sont des Français lambda, qui sont pétris de bon sens, qui sont attachés à leurs origines, qui sont attachés à leur terroir, à leur territoire, qui sont attachés à leur culture, qui sont attachés à tout ce qui fait que un groupe humain crée des liens solides dans la durée. Non, là, nous avons affaire à des freluquets, des foutriquets, des trous du cul, vous savez, qui sont là, qui tournent le cul devant les caméras de télé, qui vous font des démonstrations. Ah oui, ils ont vous savez, une élocution extrêmement fluide, hein. Ils ont appris à parler pour ne rien dire, hein. C'est extraordinaire, parce que quand ils parlent, ils n'ont absolument rien à dire, mais ils se payent de mots en permanence, et puis ils satisfont leurs employeurs. Leurs employeurs, c'est les oligarques qui détiennent 90% des médias dits grand public. En fait, des médias qui perdent de l'audience de façon mais extraordinaire. Bon, ils ne s'adressent qu'à eux-mêmes. Mais le temps de redresser la barre, le temps que la masse des gens censés, les 80%, 85% qui détestent le cinglé Macron, se mettent en branle, s'organisent. On l'a vu avec les Gilets jaunes. C'était un mouvement qui a failli renverser Macron. Mais le problème, c'est que c'était un mouvement qui n'avait pas qui était trop désorganisé, qui n'a pas trouvé la cohésion suffisante pour
opposé à un rapport de force de nature à renverser les imposteurs. Et les imposteurs sont là. Et on les retrouve pas seulement dans le camp de Macron. Les imposteurs sont par exemple chez les socialous. C'est des imposteurs. C'est des érupteurs, ils vocifèrent, ils bavardent, ils parlent dans le vide, ils s'écoutent. Mais ce qui les intéresse, eux, c'est de gagner, d'amasser du fric, de faire une carrière. C'est tout. Ce sont des arrivistes, des ambitieux. Regardez, vous pouvez mettre des visages, hein. C'est très très facile. Hein. Pratiquement la totalité de la caste politicienne, c'est cela. Hein. Qu'ils soient de droite, de gauche, qu'ils soient du centre, etc., etc. Cette caste politicienne n'a plus rien à voir avec la politique au sens noble. La politique, c'est-à-dire s'occuper de la cité. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Il n'y a pas d'autre solution que l'abstention. Parce que voter, déposer un bulletin dans une urne, sachant que vous allez de toute façon pas être entendu. Pourquoi? Parce que les institutions souffrent d'un défaut majeur, c'est que, en réalité, vous vous détachez d'une partie de votre libre arbitre, d'une grande partie de votre libre arbitre, c'est-à-dire de votre liberté de choix, en déléguant à un individu qui lui-même va déléguer à un parti le pouvoir de gérer votre vie. Mais c'est totalement absurde, surtout dans un système où, je vous dis, les hommes ne sont plus des hommes politiques de qualité, comme il y a eu avec De Gaulle, ce sont des politicards, des politiciens, c'est une caste de petits arrivistes qui font uniquement carrière, dont le but est de faire carrière, soit en politique, soit aller pantoufler dans une entreprise, je le répète depuis 30 ans, l'abstention est la réponse politique la plus sérieuse à cette crise de régime majeure qui ne date pas de Macron. La crise de régime, elle est arrivée depuis 30 ans, 40 ans, depuis en fait l'abandon de notre souveraineté et l'intégration à une Union européenne qui n'a absolument pas comme finalité de faciliter la vie des Européens, mais au contraire de les contraindre, de les transformer en esclaves, en zombies. D'où l'urgence pour von der Leyen et pour Macron d'imposer l'identité numérique, d'imposer l'euro numérique, en réalité de vous priver de toutes vos libertés fondamentales. Donc la France aujourd'hui, elle n'est plus la France qui a été imaginée par exemple, Charles de Gaulle, par De Gaulle, qui avait une vision, qui était sur le plan international un non-aligné, qui n'acceptait absolument aucune domination, ni des États-Unis, ni une autre quelconque hégémonie. C'était un non-aligné, jaloux de son indépendance. Aujourd'hui, c'est quoi la France? C'est plus rien, c'est même pas un petit village d'Europe. Alors dans le même temps, on s'aperçoit par exemple que des pays qui sont membres de l'Union européenne, je pense à la Hongrie, mais je pense aussi à la Slovaquie, commencent à dire stop, stop, ce ne sont plus les lois européennes qui priment, ce seront désormais les lois votées par notre pays, par notre représentation nationale. C'est le cas en Slovaquie, c'est le cas en Hongrie, et ça rue dans les bancards dans nombre d'autres pays. Donc je pense que l'Union européenne va s'effondrer. Il faut quand même pas oublier qu'en 2005, la France et les Pays-Bas ont dit non à ce traité communautaire européen voulu par les ultralibéraux, à commencer par le Giscard. Voyez, et les socialos ont emboîté le pas, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement défendu cette adhésion à l'Union européenne qui n'a absolument aucune consistance, aucun sens. C'est bien ce qu'avait défendu Philippe Séguin, un gaulliste qui avait dit mais c'est absolument absurde de s'intégrer dans une Union européenne qui ne correspond pas, qui n'apporte rien sur le fond et qui va nous priver de notre identité nationale. Ce sont les Français qui doivent reprendre les rênes, qui doivent s'engager dans une voie qui est très simple, abstention toute.
vous êtes cocufié systématiquement. Et pourquoi allez-vous faire confiance à des partis politiques? Je vais chuter sur ce que disait Simone Veil, la philosophe, et non pas celle qui a abrogé l'interdiction de l'avortement, mais Simone Veil, qui était une résistance, qui a été aux côtés du général de Gaulle, qui en 1943, c'est en fait, on a su ça de façon posthume, a démonté complètement, attaqué les partis politiques, a expliqué que les partis politiques, c'était un non-sens absolu, c'était une négation de la liberté fondamentale de l'être humain. Et à quoi assistons-nous aujourd'hui? C'est le règne des partis, de la caste politicienne totalement stérile qui se contrefout de savoir si vous n'avez pas des problèmes, et ils ne veulent pas aller à la destitution, et ils ne veulent pas aller à la dissolution. Ces socialos traîtres, c'est dans leur gène, c'est dans leur gène. Allez, bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.